Bonjour, mon nom est Alain Allaire de la compagnie Aérostandard. Bienvenue à cette formation sur les opérations de givrage au sol pour les types d'avions opérés par le Service aérien gouvernemental du Québec, soit le Challenger et le Dash 8. Cette formation porte sur les procédures de dégivrage et anti-givrage aux aéroports ou aérodromes où il n'y a pas de centre de dégivrage centralisé. Les références utilisées sont les règlements de l'aviation canadien, soit les RAC 602.11 et 622.11, qui affichent la norme des opérations dans des conditions de givrage au sol. Aussi utilisé est le TP 140-52F qui, lui, nous indique comment faire les tâches et activités reliées aux inspections et aux procédures de dégivrage et anti-givrage. Le TP 140-52F est utilisé conjointement avec le Guide de Transport Canada sur les durées d'efficacité qui, lui, est révisé et publié annuellement vers le mois d'août. Lors de vos opérations, il est très important d'utiliser la dernière édition de ces références. Toutes les procédures qui sont appliquées et expliquées sont dans le but de respecter le concept de l'aéronef propre qui mentionne que lorsque des conditions propices au givrage des aéronefs au sol existent, il est interdit d'effectuer ou de tenter d'effectuer le décollage d'un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhère à toute surface critique. Avant de débuter le dégivrage, il est important que le commandant et l'équipe qui va exécuter l'opération s'entendent sur les services requis et le mode de communication durant l'opération. Il est très important pour la personne qui prendra place dans le panier de s'assurer que son équipement est fonctionnel et sécuritaire. Il verra aussi à voir que son harnais est bien ancré au panier. Il faut aussi procéder à une vérification des communications entre le panier et le conducteur du véhicule. Et ensuite à la vérification des manettes de direction du panier. Le SAG prône très fortement la sécurité lors d'opérations de givrage au sol. On sait que ces opérations se déroulent habituellement dans des conditions du moins idéales. Il faut alors redoubler de vigilance et de prudence. Une fois l'équipe prête, le véhicule peut se diriger vers l'aéronef. Il est important de vérifier le système de freinage du camion environ 50 pieds avant d'arriver à proximité de l'aéronef afin de s'assurer qu'il fonctionne bien. Le camion se positionnera alors au bout de l'aile gauche, bien en vue avec le poste de pilotage et prêt à débuter l'opération. Cependant, s'il faut procéder à une inspection visuelle ou tactile des réacteurs, il faudra procéder à celle-ci avant le début des opérations. De même que si le fuselage ou les hublots doivent être dégivrés, cette opération aura lieu avant de débuter la procédure de dégivrage sur l'aile gauche. Les types de communication possibles dépendent de l'équipement disponible et aussi du fait qu'il y a un chef d'équipe ou non. Idéalement, s'il y a un chef d'équipe et celui-ci peut se connecter à l'interphone et communiquer avec le commandant, la procédure est simple et directe. S'il y a un chef d'équipe, mais pas de possibilité de se connecter à l'interphone, le chef d'équipe
doit se positionner bien en vue avec le commandant et la communication se fera alors avec des signaux manuels. S'il n'y a pas de chef d'équipe, la communication se fera de manière manuelle entre la personne qui prend place dans le panier et le commandant. Avant de commencer l'opération, il est important de connaître les zones d'application interdites. Les zones sont les mêmes sur les deux types d'appareils, soit les entrées d'air des réacteurs et les ouvertures du moteur, les entrées d'air et les orifices d'échappement de l'APU, les orifices d'échappement du moteur, les freins de l'aéronef, les hublots ou fenêtres du poste de pilotage, les poignées de porte de cabine de passagers, les orifices de pression statique, les prises statiques du tube pitot et les détecteurs de paramètres d'air, les détecteurs de décrochage, les conduits de ventilation. Les surfaces critiques du Challenger sont les ailes, le stabilisateur horizontal et vertical, ainsi que le gouvernail de direction et les entrées d'air moteur. Le dessus du fuselage n'est pas considéré comme une surface critique. Néanmoins, toute contamination sur cette surface doit être enlevée, sauf pour la gelée blanche. La gelée blanche est une contamination à travers laquelle il est possible de distinguer les caractéristiques de la surface telles que les marques, le lettrage ou les couleurs. Il faut être très vigilant lors du dégivrage du fuselage afin de ne pas vaporiser de glycol vers l'entrée d'air de l'APU, le moteur auxiliaire. Cette zone à l'arrière du fuselage est bien indiquée avec des lignes hachurées rouges. Maintenant, s'il est nécessaire de dégivrer le fuselage du Challenger, il faudra le faire avant les autres surfaces. Si les hublots de la cabine ont besoin d'être dégivrés, la procédure à suivre est une application indirecte dirigée sur le fuselage et laisser le liquide s'écouler et dégivrer les hublots. Il ne faut jamais appliquer une pulvérisation directe sur les hublots. C'est la chaleur thermique du liquide qui va enlever la contamination et non sa force hydraulique. Avant de commencer les procédures de dégivrage sur l'aile gauche, il faut tenir compte de cet avertissement de prudence. Les aéronefs à empennage en T peuvent basculer en raison du déséquilibre qui se manifeste lorsque les ailes sont propres et qu'il y a de fortes accumulations sur l'empennage. Lorsqu'il y a beaucoup de contamination, il convient de dégivrer l'empennage en T en premier. Maintenant, en ce qui concerne la température d'application, il faut s'assurer que le glycol est chauffé entre 60 et 82 degrés Celsius, température qui est prise au bout de la buse, et que la température minimale d'application a une valeur tampon de 10 degrés Celsius avec la température extérieure pour les types 1. La valeur tampon pour les types 4 est de 7 degrés Celsius. On va maintenant avoir une procédure complète sur le Dash 8 avec les signaux de communication manuels entre le préposé dans le panier et le commandant. Quand le préposé est prêt à débuter l'application, il pointe le bout de la lance. Si le commandant est prêt pour le début de l'application, il répondra avec un signal de pouce vers le haut. Par contre, s'il n'est pas prêt, il le signalera avec un pouce vers le bas. Pour indiquer le début de l'application, le préposé pointera sa montre. La réponse du commandant sera aussi de pointer sa montre et il activera son chronomètre pour commencer le début du temps de la durée d'efficacité. Une application normalisée commence au bout de l'aile en se dirigeant vers l'emplanture et du bord d'attaque vers le bord de fuite. Le véhicule de dégivrage devra maintenir une distance de 6 pieds avec toutes les surfaces de l'aéronef. Il a été démontré que l'énergie thermique que renferment les liquides de dégivrage préchauffés constitue un facteur principal dans l'élimination efficace des contaminants gelés sur les surfaces des aéronefs. Par conséquent, plus le liquide est chaud lorsqu'il atteint les surfaces, plus qu'il est efficace pour enlever les contaminants. Donc, il est important de maintenir une distance d'environ 6 à 10 pieds entre le bout de la buse et la surface traitée afin de maximiser l'effet thermique. Une distance de 3 à 6 pieds entre le panier et les surfaces de l'aéronef devra aussi être maintenue en tout temps durant l'opération.
L'énergie mécanique de la pulvérisation servira à déloger la contamination. Des études ont démontré qu'un angle de pulvérisation de 45 degrés optimise en général l'effet mécanique. Une bonne inspection visuelle avant de débuter le dégivrage est souvent utile pour voir le type et la quantité de contamination à enlever. Maintenant, il faut aussi s'assurer que les pales des hélices ne sont pas contaminées. De la contamination qui se libérerait durant et après le démarrage des moteurs pourrait avoir des conséquences très sérieuses. Donc, s'il faut procéder au dégivrage des hélices, on le fera pale par pale en s'assurant que le traitement est efficace. Bien sûr, notez que si les hélices ont besoin d'être dégivrées, il faudra le faire avant toute autre surface critique, donc à la phase initiale du dégivrage. Veuillez remarquer aussi que la procédure de dégivrage se fait par le haut. Cette méthode est pour éviter de vaporiser du glycol dans l'entrée d'air moteur, qui est située à la partie inférieure du moteur. Pour indiquer que l'opération de dégivrage est complétée et que l'inspection est complète, la personne dans le panier pointera l'aile avec un pouce vers le haut. Le commandant répondra avec un pouce vers le haut. Par contre, si la procédure n'est pas complétée ou l'inspection n'est pas complète, la personne dans le panier pointera l'aile avec un pouce vers le bas et le commandant répondra avec un pouce vers le bas. On va maintenant voir la séquence des signaux manuels qui seraient utilisés si la procédure de dégivrage s'effectuerait avec un chef d'équipe. Premièrement, le chef d'équipe doit se positionner pour être en bonne vue avec le commandant. Pour signaler qu'il est prêt à débuter l'application, le chef d'équipe utilise ses deux mains comme s'il tenait un boyau d'incendie et fait un mouvement de pulvérisation. Le commandant utilisera le même signal, suivi d'un pouce vers le haut s'il est prêt à débuter l'opération ou un pouce vers le bas s'il n'est pas prêt. Pour indiquer le début de l'application, le chef d'équipe lèvera son bras droit et fera un mouvement de rotation. Le commandant utilise le même signal, mais avec sa main. Pour indiquer le début de la durée d'efficacité, le chef d'équipe pointera sa montre. La réponse du commandant sera aussi de pointer sa montre et il activera alors son chronomètre. Le chef d'équipe indique à la fin de l'application et que l'aéronef est libre de tout contaminant en signalant le commandant avec un pouce vers le haut. Le commandant fera aussi un signal de pouce vers le haut. Cependant, si l'application n'est pas complète, le chef d'équipe fera un signe de pouce vers le bas. Le commandant répondra avec un pouce vers le bas aussi, et là, une communication devrait être établie pour voir la suite des choses. Voyons maintenant une application complète sur le type Challenger, mais cette fois sans les signaux manuels. Contrairement au Dash 8, pour la procédure de dégivrage du Challenger, le véhicule se place parallèle au bord d'attaque.
Et comme on avait mentionné au début, s'il aurait fallu faire le fuselage avant, mais ça aurait été fait avant de commencer l'aile gauche. Encore une fois, une bonne inspection de l'empennage va nous aider à déterminer le type de contamination et la quantité. Pour vérifier aussi, voir le stabilisateur vertical soit libre de contaminants. Quand on a de la contamination de glace claire, des fois c'est difficile de voir à la fin si toute la contamination est partie, donc il va falloir faire une inspection tactile. L'inspection tactile va nous permettre de confirmer qu'il n'y a plus de contamination. Des fois c'est la seule manière de s'en assurer. À la fin, une inspection tactile peut être nécessaire. Donc, se fera vérifier les bords d'attaque et les ailes. Et mentionner au commandant que l'inspection et l'avion est libre de tout contaminant. Dans certaines conditions, il est possible de dégivrer et antigivrer l'avion et utiliser les durées d'efficacité publiées dans les tableaux de type 1. Alors, si le commandant vous demande de dégivrer et antigivrer l'avion avec du type 1, la procédure se fera en 2 étapes. Il faudra qu'il y ait une bonne communication entre toutes les parties concernées avant et durant les procédures afin de respecter les critères de signalisation et d'application requises. Notez que la deuxième étape, qui est l'application additionnelle de 1 litre au mètre carré ou 2 gallons au 100 pieds carrés de glycol sur les surfaces, doit être effectuée avant le gel de la première, donc normalement dans les 3 minutes qui suivent le dégivrage. Donc pour ce faire, il faudra procéder au dégivrage et antigivrage de l'avion par section, en commençant normalement par l'aile gauche. L'exception de commencer par l'aile gauche est si l'avion est contaminé avec de fortes accumulations sur l'empennage. Il faudra alors dégivrer l'empennage en premier afin d'éviter un basculement potentiel. Voici un exemple de dégivrage et antigivrage avec du type 1. Donc pour le dégivrage et l'antigivrage avec du type 1 seulement, la première chose à faire est de positionner l'unité de dégivrage au bout de l'aile gauche et attendre le signal du commandant ou du chef d'équipe selon le cas pour débuter l'opération. Une fois qu'on a reçu le signal de débuter, on peut maintenant commencer la première étape qui est d'enlever la contamination. Il faut appliquer ici les meilleures pratiques de dégivrage par segment de la surface dégivrée et toujours du bord d'attaque vers le bord de fuite, et ce jusqu'à ce que la surface soit complètement propre. Une fois la surface propre, on se dirige vers le bout de l'aile pour débuter la deuxième étape qui est l'antigivrage.
fois en position et prête à débuter, il faut aviser le commandant de commencer sa durée d'efficacité en pointant votre montre. Le commandant répondra en pointant la sienne. On peut maintenant commencer la deuxième étape, qui est l'application de l'antigivrant. À noter que c'est la chaleur du type 1 appliquée sur la surface qui donne la plus grande partie de sa durée d'efficacité. Il faut alors s'assurer que l'application soit faite avec une distance et un jet qui minimise la perte de chaleur entre la buse et la surface. Notez aussi que les bouts d'aile, les ailettes du Challenger doivent être dégivrées et propres. Une fois l'aile gauche terminée, on se dirige vers le stabilisateur de gauche et par la suite la droite, ainsi que l'aile droite pour finir, toujours en appliquant les mêmes méthodes qu'utilisées sur l'aile gauche. À la fin, on fait une inspection finale pour s'assurer que toutes les surfaces sont bien propres et on avise le commandant ou le chef d'équipe, selon le cas, avec un signal de pouce vers le haut. Alors, ceci termine les méthodes de dégivrage et antigivrage avec du type 1. Lorsqu'il y a des précipitations et que l'avion est contaminé, il faudra alors enlever la contamination avec du glycol dégivrant de type 1 et par la suite protéger les surfaces propres avec du type 3 ou du type 4. Ceci devra se faire en deux étapes, la première qui est le dégivrage et la deuxième l'antigivrage. Notez que la deuxième étape doit être effectuée avant le gel de la première, donc normalement dans les 3 minutes qui suivent le dégivrage. Alors pour ce faire, il faudra procéder au dégivrage et antigivrage de l'avion par section, en commençant normalement par l'aile gauche. L'exception de commencer par l'aile gauche est si l'avion est contaminé avec de fortes accumulations sur l'empennage. Il faudra alors dégivrer l'empennage en premier afin d'éviter un basculement potentiel. Alors voici un exemple de dégivrage et antigivrage avec du type 1 et du type 4. Donc, pour le dégivrage et l'antigivrage avec du dégivrant de type 1 et un antigivrant de type 3 ou 4, la première chose à faire est encore une fois de positionner l'unité de dégivrage au bout de l'aile gauche et attendre le signal du commandant ou du chef d'équipe, selon le cas, pour débuter l'opération. Une fois qu'on a reçu le signal, on peut maintenant commencer la première étape qui est d'enlever la contamination avec une pulvérisation de type 1 chauffé jusqu'à ce que la surface soit complètement propre. Une fois la surface propre, on peut maintenant commencer l'application de l'antigivrant. On indique au commandant de débuter la durée d'efficacité en pointant sa montre. Un rappel que la période de temps entre le dégivrage et l'antigivrage ne devrait pas dépasser environ 3 minutes selon les conditions. Et contrairement au dégivrage, l'antigivrage est déposé sur la surface pour la protéger. Donc un ajustement de la buse en éventail est normalement préférable pour une application uniforme entre 1 et 3 mm d'épaisseur. Si vous regardez bien ici, la vaporisation est en éventail et le liquide est déposé sur la surface avec une basse pression. Le résultat est une application uniforme. Une bonne application devrait donner un effet luisant et uniforme et couvrir entièrement le bord d'attaque comme on le voit ici. Une fois l'aile gauche terminée, on se dirige vers le stabilisateur de gauche et par la suite le droite, ainsi que l'aile droite
Pour finir, toujours en appliquant les mêmes méthodes qu'utilisées sur l'aile gauche. À la fin, on fait une inspection finale pour s'assurer que toutes les surfaces sont bien propres et bien protégées et on avise le commandant ou chef d'équipe selon le cas avec un signal de pouce vers le haut. Alors ceci termine les méthodes de dégivrage et anti-givrage avec du type 1 et du type 3 ou 4. En cas d'urgence, si à n'importe quel temps durant les opérations de dégivrage ou anti-givrage, les pilotes veulent alerter le chef d'équipe ou les préposés au dégivrage de cesser l'opération et de dégager l'air de dégivrage, ils le feront en clignotant toutes les lumières de l'aéronef simultanément. La procédure de dégivrage doit alors cesser immédiatement et le véhicule doit libérer la proximité des lieux et se positionner en attente à l'écart. Veuillez prendre note qu'à n'importe quel moment durant les opérations, s'il y a un contact entre n'importe quelle partie de l'unité de dégivrage que vous opérez et l'avion, il faut absolument en aviser le commandant immédiatement. Et ce, même s'il n'y a aucun dommage apparent. Même chose si par inadvertance vous appliquez du glycol sur une zone d'application interdite. S'il vous plaît, en avisez le commandant. Donc ceci termine la formation sur les procédures et méthodes de dégivrage et anti-givrage. Maintenant, au fil des ans, si des ajouts ou modifications à la réglementation ou des opérations du SAG nécessitent une mention, elles seront ajoutées à ce point-ci de la formation, avec la mention de l'année, de l'ajout et du changement comme indiqué ici. Alors, comme vous avez pu le constater, pour la saison 2021 et 2022, il y a eu plusieurs modifications, dont la revue complète de la vidéo originale, ainsi que l'explication et démonstration de dégivrage et anti-givrage avec du type 1 seulement, et aussi avec du type 1 et du type 3 ou 4, ainsi que tous les autres items énumérés ici. En conclusion, nous espérons que le contenu de cette formation vous guidera tout au long de la saison hivernale dans des opérations efficaces et sécuritaires. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou commentaires. Nos répartiteurs de vol sont disponibles 24 heures par jour et il leur fera un grand plaisir de répondre à vos questions. Alors, merci de votre écoute et participation et bonne fin de journée.